Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Chers amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'amitié. En effet, l'amitié est sans doute une des plus belles choses qui soit sur Terre. Et pour tous ceux qui ont un petit peu d'expérience de l'amitié, ils savent que les amitiés sont souvent la source d'instants sacrés qui, en quelque sorte, nous donnent un avant-goût de l'éternité. Mais parfois, les amitiés nous déçoivent. Et en même temps, nous sommes conscients qu'une vie sans amis ne vaudrait d'être vécue. C'est ce que nous dit Aristote, qui a écrit dans l'Éthique à Nicomaque, un ouvrage fondamental de philosophie morale, un chapitre très important sur l'amitié. Alors je voudrais qu'on évoque ensemble aujourd'hui justement qu'est-ce qui peut faire que l'amitié devienne quelque chose de beau et quelles sont les causes en quelque sorte des ravages qu'il peut y avoir justement au long d'une amitié. Pourquoi est-ce qu'on parle de cela ? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important ? C'est parce que l'amitié, c'est aussi une affaire de choix, c'est aussi une affaire d'actes à poser qui sont le fruit d'une réflexion, d'une délibération intérieure, et donc que tout ça regarde aussi d'une certaine manière notre intelligence. L'amitié, ce n'est pas quelque chose qui est purement le fruit du hasard, même si les rencontres parfois peuvent nous sembler être effectivement le fruit du hasard ou de la providence. Mais néanmoins, une fois qu'on a rencontré une personne, c'est à nous de construire cette relation par les actes que nous posons. Donc l'amitié, c'est quelque chose qui demande effectivement de poser des actes libres, c'est quelque chose qui nous engage, c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui ne se réalise pas seulement au hasard. Alors déjà, Aristote, dans son livre L'Éthique à Nicomaque, nous parle de 3 dimensions dans l'amitié. La première, qui pourrait d'une certaine manière être peut-être la plus basse, c'est l'amitié fondée sur l'utile. Alors il faudrait déjà d'emblée ne pas regarder cette amitié fondée sur l'utile uniquement sous un angle péjoratif, parce que l'amitié qui est fondée sur l'utile, c'est en quelque sorte la base même de l'amitié, c'est l'amitié dans laquelle je vais trouver dans l'autre quelque chose qui satisfait en quelque sorte mon intérêt et réciproquement. C'est ce qui va créer d'une certaine manière un lien, c'est qu'on va échanger en quelque sorte des services, échanger une entraide, échanger une solidarité. C'est cette amitié qu'on va découvrir au fur et à mesure de nos relations, qu'elles soient d'abord à l'école, puis des relations professionnelles, puis des relations de voisinage, des relations au sein d'une paroisse, au sein d'un groupe, au sein d'une communauté. C'est cette entraide ce qui va créer des liens entre les individus. Et du coup, il ne s'agit absolument pas de mépriser cette forme d'amitié. Je pense qu'elle est absolument nécessaire, mais on voit bien évidemment d'emblée qu'elle n'est pas suffisante, parce que ce n'est pas parce que vous avez prêté un jour de la farine à votre voisin et que lui vous a un jour dépanné d'une ampoule que cela fait de vous 2 véritables amis. Alors, Aristote évoque une deuxième dimension dans l'amitié qui est l'agréable, le plaisir. Et effectivement, c'est souvent peut-être la forme la plus évidente de l'amitié, celle qui se manifeste le plus communément à nous, c'est que les amis, ce sont des gens avec qui on passe du bon temps. Ce sont des gens avec qui nous partageons des repas, ce sont des gens avec qui nous partageons des moments de rigolade, des belles balades, des beaux souvenirs. C'est des gens avec qui on va faire des activités qui sont sympathiques ensemble et à plusieurs, et dans lesquelles on va justement peut-être d'une certaine manière fuir cette solitude qui peut nous, à bien des égards, nous peiner, nous déstabiliser. Et lorsqu'on se retrouve entre amis, justement, c'est là que justement nous sommes joyeux, nous sommes heureux. Cela compense, on pourrait dire, toutes nos peines. Le groupe d'amis est quelque chose de fort qui réalise d'une certaine manière une certaine forme de sentiment, un petit peu de plénitude, d'accomplissement à travers ces amitiés. Mais néanmoins, le défaut de cette amitié, ce qui fait qu'elle n'est pas complète et qui, justement, de cette manière, il y a quelque chose de plus, d'au-delà qu'on peut rechercher dans l'amitié, c'est que lorsque, justement, les conditions qui permettent de passer un moment agréable ne sont plus là, si l'amitié repose entièrement dessus, elle n'a en quelque sorte plus de raison d'être. C'est que si on n'a plus l'occasion de s'organiser des bons repas, des parties, on va dire, de plaisantes entre amis,
si vient à passer un moment douloureux et pénible, est-ce que l'amitié est capable de résister à cette épreuve? Donc encore une fois, il ne s'agit pas du tout ici d'avoir une forme de récrimination à l'égard des amitiés fondées sur l'agréable et l'utile, mais simplement de montrer que ces deux dimensions ne sont pas suffisantes pour constituer une amitié qu'on pourrait qualifier de plénière. Et Aristote donc, nous dit que l'amitié véritable, hein, c'est celle qui est fondée sur le bien. Il nous dit l'amitié, c'est un amour de mutuelle bienveillance. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cet amour de mutuelle bienveillance? Alors ça veut déjà dire que le véritable ami, c'est celui qui nous révèle, et nous-mêmes, réciproquement, nous devons le révéler. Alors révéler, ça ne veut pas dire forcément par rapport à la connaissance de soi, mais par rapport à l'accomplissement finalement de soi. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'amitié, justement, dans l'amitié véritable, nous sommes censés nous accomplir le plus parfaitement possible. Finalement, l'amitié joue un rôle en quelque sorte dans notre développement personnel, joue un rôle dans la réalisation de nous-mêmes, à savoir justement le développement fondamentalement, et c'est là justement tout l'enjeu de l'éthique nicomaque d'Aristote, des vertus. C'est-à-dire que l'amitié est censée nous rendre plus vertueux. Et au fond, si on y réfléchit bien, la justice, c'est-à-dire le fait de rendre à chacun selon son dû, n'implique pas vraiment la générosité. C'est-à-dire qu'on peut être juste tout en étant d'une certaine manière égoïste. On peut avoir une justice comptable. Donc la véritable amitié, c'est un dépassement de la justice. Dans la véritable amitié, il y a une forme de gratuité, et on passe de l'échange, du don et du contre-don, à un don qui se surpasse, qui n'attend pas en quelque sorte directement quelque chose en retour. Donc la véritable amitié, c'est fondamentalement quelque chose de généreux, c'est de se donner sans compter, comme on dit dans la prière scout, sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous avons fait le bien. Il y a une forme d'accomplissement. Alors évidemment, vous allez me dire, mais oui, mais c'est bien gentil ça, mais si je me donne gratuitement à des gens qui me rendent jamais rien en retour, je vais m'épuiser, je vais me détruire. Mais oui, évidemment. Et évidemment que ce type d'amitié ne peut se vivre qu'avec des gens qui sont dans la même disposition. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que les véritables amitiés souvent se comptent sur les doigts d'une seule main. C'est-à-dire qu'il est effectivement rare de trouver autour de soi, de rencontrer dans sa vie un nombre énorme, un nombre important de gens qui vont partager avec vous cette véritable amitié, parce qu'elle présuppose un certain nombre de choses. Alors, avant de détailler les conditions de l'amitié, je voudrais essayer de développer qu'est-ce que ça veut dire justement vouloir le bien d'autrui. Alors, dans ce bien d'autrui, il y a déjà un bien, on pourrait dire dans sa dimension la plus élémentaire, la dimension physique. C'est effectivement, c'est tout simplement le veiller à la fois à la santé, à l'intégrité du corps d'autrui. Alors, ça peut paraître un peu, on pourrait dire bassement matériel, un peu étrange comme dimension, mais c'est tout simplement prendre soin de l'autre lorsqu'il est malade, prendre soin de l'autre lorsqu'on voit sa santé qui se détériore. Ça peut être le défendre physiquement également. Toute cette dimension est évidemment le premier niveau de l'échelle. C'est un bien aussi psychique. Et ça, on le sait tous, dans la vie, on est confronté parfois à des peines, à des douleurs, à des sortes de... Alors pas de dépression au sens clinique du terme, forcément pour tout le monde, mais d'états parfois où on dit dans le langage courant qu'on est déprimé, qu'on voit, on passe par des périodes de tunnel, par des périodes sombres, et justement l'amitié, elle est là aussi pour consoler, pour ragaillardir, pour essayer d'aider l'autre à dépasser cette période, l'aider à aller de l'avant, à reprendre courage, ne pas le laisser seul finalement dans sa misère, dans sa tristesse. Et puis, ultimement, le bien le plus important, c'est le bien de l'âme, donc c'est à la fois sur le plan naturel les vertus, c'est-à-dire qu'une véritable amitié, comme je disais tout à l'heure, elle doit nous faire tendre vers plus de vertus, elle doit nous améliorer, on doit, d'une certaine manière, entre amis, s'élever mutuellement. Et puis, sur le plan surnaturel également, c'est-à-dire dans les vertus qu'on appelle théologales, la foi, l'espérance et la charité, justement, une véritable amitié chrétienne, elle doit nous porter, en quelque sorte, pour nous disposer à ces vertus surnaturelles.
Donc ça passe par à la fois voilà, nos discussions, par notre capacité aussi parfois à dire les choses, même quand elles sont un petit peu déplaisantes à dire. Hein, on attend de sa manière d'un ami qu'il puisse nous dire parfois ce qui ne va pas. Et c'est vrai que c'est ce que je disais dans dans le podcast sur l'amour. Hein, moi, d'une certaine manière, j'attends de mes amis, par exemple, qu'ils soient capables de mettre un coup de poing dans la figure si jamais ils me voyaient tromper ma femme ou manquer à la fidélité. Voilà, on attend d'une certaine manière de ses amis qu'ils soient aussi parfois des garde-fous, qu'ils soient justement là pour nous remettre dans le droit chemin. Et voilà, petit message que je passe à mes amis qui m'écoutent peut-être, même si voilà, beaucoup de mes amis ne m'écoutent pas dans ce podcast, parce qu'ils ont l'habitude de m'entendre autour d'un verre à table. Et néanmoins, voilà, je pense, en tout cas, je le redis de manière générale, voilà, je pense dans l'amitié, il y a aussi parfois ce rôle pénible, mais qui est essentiel dans la vertu qu'on appelle voilà, la correction fraternelle, d'une certaine manière. Alors, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de... Il ne faut pas se transformer en donneur de leçons, en moralisateur perpétuel. Ça, c'est effectivement très pénible et c'est souvent... les gens qui sont comme ça sont quand même souvent des gens un peu aigris et tristes. Non, il s'agit juste simplement d'être un peu comme dans une confrérie de chevaliers, où on voit voilà, quand on voit l'un des confrères qui semble prendre un mauvais chemin, eh bien c'est du rôle de l'ami effectivement de le remettre dans le droit chemin, avec beaucoup de prudence, d'humilité, de douceur, évidemment. Donc voilà, l'amitié, c'est d'une certaine manière une entraide en vue du bien. Le but de l'amitié, c'est de réaliser des grandes choses ensemble, et justement de s'unir et s'entraider pour ne pas tomber dans la mollesse, pour ne pas tomber dans la corruption. Gustave Thibon disait que l'ami vrai est celui qui sait regarder sans envie notre bonheur. Alors ça, c'est aussi une dimension qu'on retrouve dans l'amitié, qui est le risque de la jalousie. Et c'est vrai que parfois, et c'est souvent le sujet de nombreux romans, parce que c'est une situation qui se rencontre dans la vie, mais bien parfois on voit son ami, justement, ça peut être le jour où son ami nous annonce qu'il a rencontré telle personne, qui va peut-être se marier avec elle, etc. Parfois ça peut arriver effectivement qu'on avait aussi des sentiments pour la personne qui va potentiellement se marier avec notre ami. Donc il peut y avoir cette jalousie, dans la réussite professionnelle, dans la réussite de projet. Et effectivement, pourquoi justement la véritable amitié dépasse la jalousie? Parce que justement on doit se réjouir du bien de l'ami lorsque justement cette amitié est véritable. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment une marque de la faiblesse humaine, cette jalousie. On voit que dans beaucoup de relations, justement, qu'est-ce qui va ternir la relation, qu'est-ce qui va la détruire? C'est la jalousie. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus finalement que l'autre puisse réussir mieux que soi, ou on considère finalement toute chose positive, on accepte finalement une amitié à partir du moment où on a d'une certaine manière une supériorité dans la fortune, mais dès que la fortune de l'autre nous dépasse, eh bien, elle devient insupportable. Donc ça, c'est effectivement un point important. Alors j'en viens justement aux conditions de l'amitié. Première condition, c'est déjà une certaine forme de ressemblance. Comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Et je pense que cette ressemblance, elle se joue, à mon avis, à deux niveaux principaux. Les idéaux et la vertu. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est comme ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'amitié, elle consiste à donner sans compter, à une forme de générosité, de gratuité, qui n'attend pas une réciprocité immédiate, pour qu'il y ait de toute façon une forme de réciprocité, je l'évoquerai par la suite, il faut qu'il y ait un niveau de vertu égal. C'est-à-dire qu'en fait, si on est ami avec quelqu'un qui est absolument pervers et vicieux, finalement, on va se détruire, c'est-à-dire qu'on va se consumer finalement dans cette amitié, et cette amitié finalement va nous détruire parce que l'autre ne nous fait pas tendre vers le bien. Donc, de toute façon, les amitiés, de manière générale, ne sont possibles, les vraies amitiés, qu'avec un niveau de vertu semblable. Alors, comment est-ce qu'on voit s'il y a un niveau de vertu semblable? On le voit tout simplement par la pratique de la vie. On voit bien qu'à un moment donné, les choses tiennent ou elles ne tiennent pas. Alors, il faut les faire tenir aussi, évidemment, mais on voit bien quand même que
Quand on se lie d'amitié avec quelqu'un, on va avoir un certain nombre d'exigences en quelque sorte, en termes de comportement, en termes d'exigences par rapport à soi, qu'on va retrouver chez l'autre. Et c'est ça qui va être justement la condition de base, de possibilité d'une amitié. Gustave Thiebaud dit encore « Une amitié véritable, c'est celle qui repose avant tout sur la communion au même principe et à la poursuite d'un même idéal. » Donc encore une fois, il y a dans l'amitié quelque chose de fondamental à la base, qui est cette ressemblance dans l'idéal vers lequel on tend. Et ça, c'est quelque chose parfois qu'on constate à l'adolescence ou à l'entrée dans l'âge adulte, quand on se rend compte que finalement, des amis qui étaient nos amis dans les moments agréables, dans les soirées étudiantes, dans des repas où on partageait des moments sympathiques, mais qu'en fait, à un moment donné de nos engagements de vie, on se sépare et on prend des distances telles qu'à un moment donné, l'amitié devient de plus en plus compliquée. C'est-à-dire qu'on va peut-être revoir la personne parce que on a gardé un lien, etc. Mais en réalité, ce qui nourrit une véritable amitié, une amitié forte, j'entends par là les amitiés qui sont vraiment les plus hautes et un peu uniques, véritables, c'est effectivement qu'on tend dans la même direction, qu'on va dans la même direction, qu'on se fixe un objectif commun. Sinon, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de relation possible avec des gens avec qui on ne partage pas les mêmes idéaux, mais ce sont des relations inférieures. Dans l'amitié, il y a aussi une dimension de différence. Et celle-là, elle est importante parce que justement, on dit souvent que les contraires peuvent se compléter aussi. Et je pense ici dans la complémentarité des caractères. Et ça, si vous faites peut-être une introspection, si vous regardez un petit peu vos amitiés, vous verrez souvent parfois que nos très bons amis n'ont pas forcément du tout le même caractère que nous. Et c'est justement cette différence de caractère qui est à la fois un enjeu parce que justement, quand il y a des caractères différents, il peut y avoir aussi parfois des frictions. Enfin, les caractères se complètent, mais ils sont parfois aussi justement antagonistes. Et c'est ça aussi qui nous apprend justement à grandir dans l'amitié. C'est-à-dire qu'on va, encore une fois, petit à petit abandonner une partie de soi-même face justement aux contradictions, contrariétés qu'on rencontre dans les différences de caractère. Apprendre justement à gérer la différence. Et je redonne une phrase que je donnais sur le podcast sur l'amour, parce que pour moi, finalement, l'amour entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage, de la relation conjugale, il ne diffère pas en soi de manière radicale de l'amitié la plus élevée, à la différence que cet amour dans le mariage, il est porté justement vers les enfants, vers la fécondité, et il a quelque chose d'unique par la complémentarité des sexes, mais dans l'amitié, finalement, dans cette amitié forte et ce lien unique, il y a justement cette même dimension. Et moi, je vous rappelle cette phrase que m'avait dit une fois un prêtre lors d'une retraite que j'avais faite avant de demander ma femme en mariage. Il m'avait dit finalement, il faut aimer les gens comme ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Et ça, c'est vraiment ce mantra, en quelque sorte, que je vous invite à vous répéter dans vos amitiés. Il faut aimer les gens tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient, parce que justement, c'est toujours ça la cause de déception. C'est qu'on voudrait que l'autre soit comme ça, on voudrait que l'autre réagisse comme ça, on voudrait que lorsqu'on fait ça, l'autre vienne avec nous. Et justement, parfois, l'autre aspire à d'autres choses, il a un certain nombre de différences qui sont tout à fait légitimes. Et si on n'est pas capable de voir les choses comme ça, on est incapable de construire aucune amitié, quelle qu'elle soit. Autre caractéristique et dimension, on va dire, dans les conditions de l'amitié, c'est la générosité. Forcément, il faut que, comme je disais, il faut un niveau de vertu qui soit semblable, et donc il faut qu'on soit capable, finalement, du même type de générosité. Et ça, au bout d'un moment, ça se sent, quand on est le seul à donner et qu'en retour, il n'y a jamais rien. Alors voilà, évidemment qu'on donne gratuitement, évidemment qu'on n'attend pas un retour immédiat, mais au bout d'un moment, on se brise à force de se donner, sans qu'il y ait jamais rien en retour. Alors parfois, on n'est pas attentif au retour de l'autre. Et c'est ça, d'ailleurs, souvent, même parfois, dans les crises de couple ou dans les frictions de l'amitié, c'est que l'autre se donne à nous, mais pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, vous allez toujours rendre service, vous allez toujours être présent dès que l'autre a besoin de vous pour garder un enfant, pour aller chercher quelque chose, faire une course, garder les clés de sa maison, faire un trajet en voiture, etc. L'autre
finalement a moins de disponibilité en termes de service à vous rendre, donc vous avez l'impression d'une certaine manière que ça va que dans un sens, mais en fait vous faites pas attention que l'autre, par exemple, je sais pas moi, à chaque fois qu'il vient chez vous, il apporte une bouteille de vin, il apporte quelque chose. Donc finalement parfois on rend les choses mais pas de la même manière, et c'est parfois là-dessus où il faut être attentif, c'est qu'il y a plusieurs manières de se donner. Il y a ce qu'on appelle justement entre guillemets des langages de l'amour, et de la même manière où il y a des langages de l'amour, il y a des langages de l'amitié, hein, et chacun de sa manière accorde des attentions à l'autre, montre justement sa générosité, parfois de manière différente. Et c'est là-dessus où il faut être d'une certaine manière capable de ne pas confondre en quelque sorte l'égoïsme de quelqu'un avec une générosité qui peut prendre une forme différente de la manière dont nous la pratiquons. Il faut aussi pour l'amitié de la confiance. Et ça, je dirais que c'est un des ingrédients essentiels de l'amitié. S'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir d'amitié. S'il y a du mensonge, s'il y a de la cachotterie, s'il y a une forme de trahison, forcément, c'est quelque chose qui blesse toute forme d'amitié. Et ça, je dirais même presque à tous les degrés de l'amitié. Hein. Quelqu'un qui a une tendance à mentir, à la mythomanie, à quelque chose de biaisé, à des confidences qu'il va trahir, etc. C'est quelque chose de dramatique dans l'amitié. Donc dans l'amitié, il faut se dire que la plus belle chose, entre guillemets, à préserver, enfin en tout cas la chose la plus essentielle à préserver, c'est vraiment la confiance. Hein, c'est qu'il ne faut pas... il faut apprendre à retrouver le sens sacré de la parole. Hein. Quand je m'engage à, je dois faire. Et parfois, c'est vrai que souvent certaines personnes ont tendance à s'engager trop vite pour faire plaisir, mais du coup, au dernier moment, à ne pas honorer leurs paroles. Et ça, c'est, je pense, quelque chose d'assez grave. Je pense que mieux vaut... moi, d'ailleurs, c'est parfois quelque chose que j'apprécie chez certains amis. Quand je leur demande un service, ils me disent non, carrément, je pourrais pas. Et c'est sur le moment, effectivement, on est un peu déçu, mais je préfère ça de cette manière à quelqu'un qui me dit oui, carrément, il n'y aura pas de problème, et qui le jour J me plante. Donc, il faut retrouver ce sens un peu sacré de cette parole qui nous engage, et surtout ne pas chercher des excuses pourries à cacher des choses, à pas assumer nos fautes, etc. Soyons simples. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se confier et de raconter tous les moindres détails de sa vie à l'autre, hein, mais simplement, ne cherchons pas à camoufler la vérité. Quand on a fait une merde, faut assumer. Et puis c'est comme ça. Hein, on est tous logés à la même enseigne, on fait tous des erreurs. Hein, donc à un moment, il faut un peu de l'humilité de les accepter, de les reconnaître. La réciprocité, évidemment, hein, ça je l'ai évoqué, elle va avec la générosité. Hein, et ça, là-dessus, c'est aussi un point sur lequel il faut être attentif, hein, parce que souvent des déséquilibres se créent. Alors, si les déséquilibres sont provisoires, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'en gros, pendant une période, on va peut-être donner un peu plus. Hein, mais il faut que l'autre, de sa manière, soit capable aussi à un moment donné de se rendre compte qu'il a beaucoup reçu et que il faudrait pas qu'il s'endorme en quelque sorte de manière un peu égoïste, hein, mais qu'il ravive aussi sa générosité. La proximité, ça, je pense que beaucoup ont fait l'expérience. Hein, lorsqu'on est éloigné géographiquement, l'amitié est quand même plus fragile. Hein, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Hein, alors ça ne veut pas dire en soi que la distance géographique est fatale à toute amitié. Hein, il y a des amitiés qui tiennent malgré la distance, mais c'est sûr quand même que c'est plus facile, ou en tout cas il faut l'entretenir, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que la condition la plus importante de l'amitié, c'est le temps. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, une véritable amitié, elle ne se construit pas en un an, elle ne se construit pas non plus en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, elle se construit sur toute une vie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu dans nos habitudes modernes, hein, c'est que souvent, on change d'amis comme on déménage et comme on est des nomades perpétuels. Finalement, nos amitiés ne prennent jamais de racines. Nos amitiés, finalement, sont souvent trop avortent en quelque sorte avant même qu'elles aient pu porter du fruit. Alors, je dis pas ça de manière, c'est pas un reproche que je ferais à tout le monde ou quoi que ce soit. Hein. Évidemment que non. Heureusement, il y a aujourd'hui des gens qui arrivent à maintenir des amitiés sur toute une vie. Mais je pense que c'est vraiment ça, la seule véritable amitié plénière, hein, c'est celle qui dure toute la vie. Donc, réfléchissons un peu
à nos amitiés? Est-ce que vraiment on est en train de mettre en place les conditions pour qu'elles durent toute une vie, ou est-ce que parfois on se repose de manière un peu égoïste, hein, sur les autres? Un autre ingrédient qui va vous paraître peut-être étrange dans l'amitié, c'est la souffrance. Oui, la souffrance, justement, partagée, est souvent parfois un ingrédient euh, plus fort pour donner à une amitié une solidité et une profondeur. Évidemment, quand on partage que des moments joyeux, c'est facile. Mais quand on partage des moments difficiles, lorsqu'on souffre ensemble, eh bien c'est justement là, si on arrive à dépasser cette souffrance mutuellement, en s'entraidant, hein, que l'amitié va être de plus en plus profonde. Ceux qui ont fait l'expérience voilà, de partager, je sais pas moi, des grandes randonnées, des grandes marches, mais même aussi parfois des épreuves, hein, qui peuvent être la maladie, la perte, le deuil, etc. avec quelqu'un. Voilà, c'est ces grandes galères, en quelque sorte, qui permettent de nouer des liens beaucoup plus profonds. Autre ingrédient de l'amitié, c'est la délicatesse. Et ça, je pense que c'est quelque chose c'est une vertu, en quelque sorte, à cultiver. La délicatesse, comment est-ce qu'on pourrait essayer de la définir? Ce serait de ne pas, finalement, d'être un équilibre, en quelque sorte, entre la pudeur et la simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, la pudeur, ça reviendrait finalement à ne jamais parler des sujets qui, en quelque sorte, touchent un peu la vie privée, ou on pourrait dire les sujets un petit peu personnels, qui intimes. Et la pudeur est bonne. C'est-à-dire qu'il faut une certaine pudeur, il faut aussi laisser à autrui son jardin secret, son intimité. Voilà, on ne rentre pas de sa manière n'importe comment dans l'intimité d'autrui. Donc c'est très important voilà, de respecter en quelque sorte une limite, hein, qui est la limite peut-être de l'intériorité, de la vie personnelle. Voilà. Et en même temps, il faut aussi une certaine simplicité. Cette simplicité qui consiste parfois à être capable d'aborder les sujets pénibles, ou en tout cas les sujets qui sont la source d'une souffrance. Je prends exemple, si vous voyez parfois autour de vous un de vos amis qui est en train de vivre quelque chose de difficile, alors il n'en parle peut-être pas, parce que justement il est pudique, mais voilà, vous avez un certain nombre d'éléments qui vous montrent que, je sais pas moi, enfin, son couple est en train de péricliter, ou il est en train par une attitude, je ne sais pas moi, voilà, de quitter un peu le droit chemin, de se corrompre, de chercher que les richesses, et du coup de devenir, de commettre un certain nombre d'injustices autour de lui, etc. Enfin bref, quel que soit, on pourrait dire, le type de mauvais chemin qui est en train de prendre en quelque sorte votre ami, ben, il faut parfois la simplicité d'aller aborder ces sujets qui fâchent. Et moi, je peux confier effectivement que dans ma courte vie, ben, je remercie, voilà, une fois un ami, enfin, mais pas qu'une fois, d'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois, voilà, mais je remercie quand même des amis parfois qui ont justement cette simplicité de venir me parler, voyant que voilà, telle ou telle chose n'allait pas dans ma vie, et de mettre, voilà, de mettre un peu les pieds dans le plat, parce que parfois justement on est seul et on n'ose pas. Hein, et souvent, peut-être c'est quelque chose d'assez masculin. Hein, souvent les hommes souffrent en silence. On n'en parle pas. On est on a un peu honte en quelque sorte de montrer nos faiblesses. Et c'est tout à fait noble. Hein, mais je pense qu'il faut être capable aussi je pense que c'est quelque chose de très moderne et très fragile que de toujours raconter ses problèmes partout, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je pense qu'il y a une vraie noblesse de l'homme voilà, à cacher sa souffrance, mais en même temps, à un certain seuil, il faut aussi parfois être capable d'en parler, et pas avec n'importe qui, justement, avec les vrais amis. Donc c'est là, voilà, cette délicatesse, hein, je pense qu'elle est vraiment là, c'est une vertu, hein, c'est-à-dire qu'il voilà, il faut être capable de respecter l'intimité d'autrui. Il faut être capable, parfois, quand voilà, je sais pas, vous voyez un couple d'amis se disputer, bon, parfois il faut être capable de s'écarter un peu, de les laisser se disputer, ça ne vous regarde pas, vous n'avez pas de réflexion à faire. Voilà. Mais par contre, si vous sentez à un moment donné que la situation devient vraiment un peu grave, hein, c'est peut-être justement votre rôle dans la simplicité d'aborder les choses. Alors, un point auquel j'ai pensé en préparant un peu ce podcast, c'est celui délicat de l'amitié homme-femme.
est-ce qu'on peut être ami avec une femme sans se marier avec elle? Alors c'est une question compliquée parce que je pense que c'est possible, mais pas selon n'importe quelle condition. Évidemment, c'est quelque chose qui est facilité par la différence d'âge. C'est-à-dire qu'une amitié, voilà, quand on a 20 ans d'écart avec une personne, ça... Alors, enfin, il y a des gens qui se marient avec 20 ans d'écart, mais bon, voilà, généralement, on va dire quand même que une distance d'âge permet quand même de mettre un peu de clarté, enfin d'éviter, on pourrait dire, un certain nombre d'équivocités dans la relation. C'est plus facile aussi si cette amitié homme-femme se déroule dans le cadre d'un groupe ou par exemple dans le cadre de plusieurs couples. C'est-à-dire qu'effectivement, moi typiquement, je trouve que les amitiés que j'ai avec les femmes de mes amis ne sont couvertes d'aucune ambiguïté. Elles sont assez simples, naturelles. Bref, le cadre en quelque sorte de ces amitiés fait elles ne peuvent en aucun cas prendre d'une certaine manière, enfin en tout cas ce serait difficile, l'allure en quelque sorte de quelque chose qui ressemblerait à un amour entre un homme et une femme. Donc voilà, le contexte en quelque sorte joue beaucoup. Mais effectivement, ces amitiés peuvent devenir dangereuses et délicates si elles deviennent exclusives. Alors, c'est là où voilà, je pense qu'effectivement, quand on est un homme marié ou quand on est une femme mariée, ça me semble, mais là peut-être c'est peut-être un préjugé parce que je suis bourré de préjugés, mais ça me semble compliqué, si vous voulez, d'aller vous confier de manière intime et régulière et finalement de créer vraiment une relation très particulière et très intime avec quelqu'un de l'autre sexe sans que s'y mêle une ambiguïté. Alors voilà, je pense que ça peut parfois, ça peut peut-être se faire dans certaines conditions, mais je pense que c'est quand même toujours quelque chose d'un petit peu tangent, un peu délicat, que voilà, je pense qu'il faut être capable d'éviter parce que voilà, on ne sait jamais finalement comment notre cœur peut finalement, voilà, nos passions en quelque sorte sont toujours fragiles. Et notre cœur, effectivement, dans la confidence, dans la proximité, finalement, voilà, peut facilement se retourner, peut facilement, en quelque sorte, être sensible, et l'amitié peut prendre tout de suite une autre coloration que celle d'une amitié assez saine, sans sentiment. Voilà. Et comme les sentiments, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est toujours quelque chose de délicat. Il y a aussi le cas des relations toxiques. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique ? Déjà, première chose, souvent, vous savez, on retrouve ça dans la philosophie, par exemple, de Jean-Paul Sartre, l'idée que l'homme, finalement, est toujours dans une forme de perversité. C'est-à-dire qu'en gros, on chercherait toujours à utiliser l'autre. On chercherait toujours, finalement, à s'accaparer l'autre, à le dominer, à essayer, d'une certaine manière, de l'utiliser. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que, effectivement, c'est une tension profond dans l'homme, c'est notre tension à l'égoïsme. Et ce poids de l'égoïsme en nous revient toujours. Voilà. Mais néanmoins, c'est pas une fatalité au sens où l'égoïsme, on peut lutter contre lui, on peut contrebalancer notre égoïsme avec la générosité. Et ça qui fait justement toute l'ambiguïté des amitiés, c'est qu'en fait, c'est quand même assez rare, à moins d'être ami avec un saint, d'être ami avec un héros, qu'on ne soit jamais déçu par un ami. Il y a toujours des moments finalement où l'égoïsme de l'autre revient et surgit et nous dégoûte. Et c'est normal, mais n'oublions pas que nous aussi, nous sommes victimes de notre égoïsme. Et que voilà, donc l'égoïsme, on pourrait dire, c'est comme un peu un démon en quelque sorte en soi, comme un mauvais penchant. Et ce mauvais penchant, il faut le conjurer. Et le seul moyen de le conjurer, c'est la générosité, c'est le don de soi. C'est pour le contrebalancer cet égoïsme en se donnant soi-même. Donc il y a cette dimension, si vous voulez, dans la relation toxique, voilà, où en quelque sorte la personne finalement ne contrôle pas cet égoïsme et tend petit à petit en quelque sorte à vous utiliser, vous manipuler. Alors c'est pas grave en quelque sorte quand c'est quelque chose de ponctuel et on va dire dans lesquels les enjeux sont pas colossaux, quoi. Enfin, je veux dire que parfois votre ami et un petit peu abusé de votre générosité sans vous remercier suffisamment. Je pense que c'est pas quelque chose de très grave et dramatique. Ça, c'est la vie.
En revanche, quand ça commence à devenir quelque chose de permanent, quand la personne finalement se sert de vous, parfois même vous méprise, quand vous sentez finalement une forme de domination, quand cette personne peut même parfois vous manipuler, chercher à vous nuire tout en étant souriante lorsqu'elle vous rencontre, je trouve que ça pue. Je trouve que ça pue et du coup, je pense que c'est peut-être une forme de perversité. Voilà, je ne suis pas du tout psychologue, donc je ne saurais pas forcément vous parler du cas du pervers narcissique, etc. Mais je pense qu'il y a des personnes, et j'en ai déjà rencontré, qui jouent un double jeu permanent. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que vous allez les voir, elles vont vous parler comme si elles étaient votre amie, enfin, ou en tout cas comme si elles étaient une personne sympathique de votre entourage. Vous allez avoir des discussions plaisantes, elles vont blaguer, elles vont vous sourire, elles vont être gentilles, voilà. Et vous allez apprendre derrière que ces personnes ont raconté je ne sais quoi à propos de vous, ou à propos de vos amis, qu'elles vous ont nui. Hein. Et quand vous leur en parlez, en fait non, vous n'avez pas compris, elles vous ont pas vraiment nui, c'était pas ça, etc. Voilà, bon, vous remettez un peu, vous recadrez les choses, vous dites bon, ça peut arriver, parfois effectivement. Puis bon, parfois on peut dire du mal de moi à juste titre, c'est pas ça la question. Mais voilà, on recadre les choses, puis on s'aperçoit que ça reprend. Et moi, je me souviens une fois d'être allé, d'en parler à un prêtre, quoi, en lui disant mais qu'est-ce que je dois faire, quoi, parce que bon, à un moment donné, en tant que chrétien, on doit toujours conserver la charité. Et puis bon, à un moment donné, j'ai aussi un peu envie à la fois de me protéger moi, parce qu'en fait, j'ai l'impression finalement que si je continue éternellement à être gentil avec une personne qui me crache dans le dos, je me fais du mal d'une certaine manière. Enfin, c'est un peu bizarre comme histoire. Parfois, j'ai aussi envie de donner une correction. C'est de me dire, en fait, à un moment donné, bah, il faut aussi parfois... on ne peut pas tolérer tous les comportements. Et de temps en temps, bah, en fait, il faut corriger les choses, quoi. Je veux dire, je vais pas laisser cette personne-là en permanence nuire à autrui. Alors, juste avant de dire ce que le prêtre m'avait dit, déjà ce qu'un de mes très bons amis m'avait dit, il se reconnaîtra peut-être s'il m'écoute, il m'avait dit, voilà, en gros, la limite, la frontière, c'est est-ce que cette personne nuit au bien commun ou est-ce qu'elle ne nuit qu'à toi ? Alors, j'ai dit, bah, pour l'instant, elle nuit surtout à moi parce que toutes ces tentatives, en quelque sorte, de nuire au bien commun, elles sont ridicules parce que finalement, cette personne, lorsqu'elle dit du mal, entre guillemets, de mes œuvres à autrui, les autres n'y accordent pas d'importance, c'est pas crédible. Mais donc voilà, mon ami me dit bon bah dans ce cas tu portes ta croix, on doit tous porter notre croix, voilà, bah, t'as une personne qui te pourrit au quotidien, c'est la vie, mais tant que ça ne nuit pas au bien commun, bah voilà. En revanche, si ça nuit au bien commun, là tu dois intervenir. Donc en gros voilà, c'est un peu ça, peut-être je trouve que cette frontière en quelque sorte est assez juste, c'est-à-dire voilà, en gros j'interviendrai, c'est-à-dire en gros je dirai ouvertement les choses, ou j'irai même à un moment donné bah, peut-être voilà, le corriger physiquement, pour dire les choses gentiment, publiquement, si vraiment là, la personne, après moult avertissements verbaux, continue de nuire objectivement, ouvertement au bien commun. Alors, c'est toujours difficile d'établir tous ces critères-là, qu'est-ce que c'est que l'objectivité dans la nuisance au bien commun, etc. Mais bon, voilà, c'est une piste en tout cas d'analyse. Et je reviens au prêtre. Le prêtre m'avait dit, vous savez, la charité, ça ne consiste pas toujours, en quelque sorte, à maintenir une relation à n'importe quel prix si elle suscite manifestement en vous, en quelque sorte, des péchés contre la charité. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, si à chaque fois que vous voyez cette personne, vous essayez d'être gentil, etc., mais en vous, vous dites, punaise, mais comment est-ce que je peux être souriant avec cette personne qui détruit tout à propos de moi, derrière moi, c'est contre-productif. Et donc, il m'avait parlé de l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein, donc, Sainte Thérèse, quand même, c'est pas n'importe qui. Elle est dans un couvent. Mais dans un couvent, en fait, on imagine souvent qu'il n'y a que des saints. Mais il y a parfois aussi des gens comme nous. C'est-à-dire des gens, des gens égoïstes, des gens qui ont plein de défauts. Et donc, en particulier, il y avait une religieuse, une de ses sœurs, hein, qui, elle, devait justement encore plus de charité, hein, qui était en permanence en train de dire du mal d'elle, de lui nuire, etc. Et donc, qu'est-ce qu'a décidé de faire Sainte Thérèse ? Tout simplement de quitter la pièce dès que l'autre entrait dedans. Et c'est ce que m'avait conseillé ce prêtre, me dire, finalement, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à fréquenter ces personnes. Vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé, en gros, de lui mettre votre poing dans la figure la prochaine fois que vous allez la croiser, mais vous n'êtes pas non plus obligé
lorsqu'elle vous dit bonjour avec un grand sourire, de lui rendre son bonjour avec un grand sourire si vous savez pertinemment que c'est hypocrite, que c'est absurde et que en plus cette personne continue de dire du mal de vous. Donc, en gros, fuyez pour rester justement charitable avec elle. Parce que de cette manière, moins vous la voyez, moins vous penserez du mal d'elle. Elle sortira en quelque sorte un peu de votre vie, vous allez vous libérer d'un poids, et vous ne serez pas en quelque sorte en permanence dans le ressentiment à penser du mal de cette personne. Voilà. Donc c'est un conseil que je me permets de vous transmettre. Parfois, si vous avez des personnes au travail, des personnes, ça peut même parfois être dans votre paroisse, dans votre entourage, de gens qui sont vraiment objectivement vraiment un peu toxiques. En fait, ne vous efforcez pas de maintenir absolument un lien. Parfois, justement, au contraire, la distance sera le meilleur moyen, en quelque sorte, pour guérir tout ça. Alors, autre dimension aussi dans l'amitié, c'est la sincérité. Souvent, on considère que la sincérité, c'est une grande qualité, qu'il faut toujours être sincère, que voilà, le plus important, c'est d'être sincère, qu'il faut tout dire, etc. Alors, là-dessus, je vous renvoie à un philosophe donc qui est Jacques Ellul, et qui considère que la sincérité, en quelque sorte, c'est une bonne manière, en quelque sorte, de maquiller, en quelque sorte, une attitude très basse, comme étant une qualité. Qu'en fait, la sincérité, ce n'est rien d'autre que de l'égoïsme. Pourquoi ? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la sincérité, en quelque sorte ? C'est de se laisser aller. C'est de laisser aller ses passions, c'est de dire tout haut ce qu'on pense tout bas, c'est de se relâcher, c'est de faire passer finalement en réalité nos instincts les plus bas pour une qualité. Et je pense qu'il est très important, non pas d'être hypocrite, parce que l'hypocrisie, ce serait justement de dire du mal d'autrui dans son dos et de lui sourire en face. C'est quelque chose d'évidemment éminemment détestable. Mais l'inverse de l'hypocrisie n'est pas non plus la sincérité, parce que justement, parfois, il faut être capable aussi de garder sa langue tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas parce que telle chose, en quelque sorte, vous énerve chez autrui, je sais pas moi, telle personne, vous la trouvez à certains égards, je sais pas moi, un petit peu trop égoïste, trop près de ses sous, vous trouvez que, je sais pas moi, ou elle rit trop fort, ou j'en sais rien, enfin bref, n'importe quoi. C'est pas parce que ça vous énerve que vous devez absolument tout lui dire. C'est pas parce que, je sais pas moi, la manière dont elle a refait la décoration intérieure de chez elle vous semble pas du meilleur goût, vous jugez que vous auriez fait autrement, que vous êtes obligé finalement en quelque sorte de manière un peu indélicate de lui dire ce que vous en pensez. C'est pas parce que ses enfants crient beaucoup et vous avez l'impression que vous en occuperiez mieux qu'elle que vous êtes obligé de lui faire une réflexion sur la manière dont elle éduque ses enfants. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Vous n'êtes pas en gros obligé de faire passer vos premiers énervements. C'est ça, les passions finalement, c'est l'énervement ponctuel. Et vous devez en quelque sorte être capable de garder ça pour vous, de garder un certain nombre de choses qui vous énervent pour vous, parce que justement cette garde, en quelque sorte, qu'on met à sa bouche, qu'on met à ses paroles, c'est justement un effort, et un effort vertueux. Donc il faut être capable de parfois supporter en autrui des choses qui peuvent ponctuellement nous agacer. Je pense que ça fait partie aussi de l'amitié, c'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ce serait de le supporter en face, et puis d'aller tout dire aux autres personnes par la suite derrière. Alors, Aristote nous dit dans l'Éthique à Nicomaque toujours qu'il y a encore une autre forme d'amitié qu'il appelle l'amitié politique. Alors ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est quelque chose qu'on a totalement oublié aujourd'hui. En fait, je pense que... Alors, qu'est-ce que c'est que l'amitié politique ? Très simplement, c'est le fait qu'au sein d'une communauté politique, une cité, on peut penser à la cité des Grecs, et bien que les hommes aient une bienveillance réciproque. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils vivent entre eux une amitié plénière et totale, mais c'est simplement cette petite bienveillance qu'on peut avoir, en quelque sorte, on peut retrouver ça chez Orwell, la common decency, c'est simplement le fait que quand vous voyez que votre voisin a oublié ses clés
sur sa porte, et ben vous allez sonner pour le prévenir. C'est quand vous voyez une personne qui a du mal à porter ses courses. Enfin bref, vous voyez tout ce genre de petits services qu'on peut rendre à autrui dans le voisinage, dans la ville, dans sa cité. C'est de ne pas se comporter finalement en individu totalement égoïste et fermé les uns sur les autres, où le moindre personne qui, lorsque le feu passe au vert, met 2 secondes avant de redémarrer, vous allez tout de suite klaxonner et le traiter de je ne sais quel nom d'oiseau. Bien, voilà, il y a cette... C'est justement ce qui va permettre de rendre la vie commune quelque chose de plus plaisant, de meilleur, un bien, de faire de cette vie commune un bien, et c'est ça justement l'amitié politique. Et c'est justement même d'ailleurs le rôle du politique, ça fait partie des éléments fondamentaux du bien commun, que de rendre cette amitié politique possible. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on est dans une société où nous devenons tous des étrangers les uns pour les autres, la vie devient un enfer. Lorsqu'on est en compétition permanente, lorsque on ne partage plus rien ensemble, lorsqu'on est en quelque sorte refermé sur soi dans la solitude de son petit confort égoïste, etc., finalement, il n'y a plus d'amitié politique possible, et c'est un des grands drames de la société, et en particulier de la société d'aujourd'hui. Alors, je vais finir un peu ce podcast par quelques conseils pratiques. Pour conclure, j'en ai donné tout au long, mais je vais essayer de les résumer. Pour moi, quel conseil important pour votre amitié, c'est déjà d'apprendre à aimer, c'est-à-dire à se donner sans attendre que l'autre fasse le premier pas. C'est toujours très important, parce que c'est toujours souvent, on attend d'abord que l'autre fasse le premier pas, et du coup, comme les deux attendent que l'autre fasse le premier pas, personne ne le fait, et donc c'est comme ça justement que les relations se détériorent. Donc voilà, apprenez à pardonner, apprenez à ne pas attendre d'abord les choses qu'elles viennent d'autrui, apprenez à les donner vous-même d'abord et en premier. Sachez aussi vous réserver et ne pas prostituer des sentiments nobles. Il y a effectivement, ça j'en ai peu parlé, mais j'en dis un mot rapide, il y a des amitiés qui sont extrêmement nuisibles, dévastatrices. Et ça, je vous invite, si vous êtes parents, à faire attention aussi aux relations, aux fréquentations de vos enfants. L'amitié, de la même manière que l'amitié est censée nous élever vers le haut, l'amitié peut nous rabaisser vers le bas. Et donc ça, c'est très important, effectivement, de ne pas se donner à n'importe qui. Il faut être capable, justement, en tout cas, on peut donner d'une certaine manière à tout le monde, mais pas la même chose et pas dans les mêmes degrés. C'est-à-dire que, en gros, on donne son amitié pleine et totale à des personnes de valeur qui sont dignes, en quelque sorte, de notre amitié. Et puis aux autres, on va donner un service rendu, on va donner un sourire, on va donner des choses simples, mais sans aller aussi loin. Il faut donc aussi être digne de l'amitié d'autrui. De la même manière, ça va avec cette idée de se donner sans attendre, mais c'est que l'amitié d'autrui, finalement, de la même manière où nous, on attend des autres qu'ils soient dignes de notre amitié, en fait, il faut d'abord chercher, avant tout, à être digne des autres. Et c'est vrai, parfois, des gens disent « j'ai pas d'amis, c'est difficile, etc. Tout le monde est méchant avec moi. » Mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait aussi pour vous rendre digne des amitiés ? En fait, vous avez critiqué tout le monde, vous avez jamais donné de coup de main aux autres, vous êtes renfermé dans votre coin, vous avez pourri toutes les relations avec autrui, et vous allez ensuite vous étonner que les autres n'aient pas tellement d'intérêt à vous fréquenter. En fait, regardez ce que vous avez fait. Donc il faut être capable aussi de se changer soi-même, de se rendre digne d'être aimé. Point très important dans l'amitié, il faut savoir pardonner. Il faut être capable de pardonner 1000 fois. Il faut aussi consacrer du temps à ses amis. Comme je disais, l'amitié, ça se construit sur le temps long. Et puis, il faut être conscient que dans la vie, les amis, c'est pas fait que pour vivre des moments faciles et plaisants, des bons repas, boire des bonnes bouteilles ensemble, mais c'est aussi des galères et des épreuves. Et c'est là aussi où il faut être présent dans ces moments difficiles, et il faut même, d'une certaine manière, être content de les avoir vécus. Et enfin, dernier point, parce que j'ai pas parlé de l'amitié peut-être la plus haute et la plus élevée, qui est l'amitié divine. Et je pense qu'on sait bien, en quelque sorte, par l'expérience de l'amitié, qu'on est tous à la fois à la recherche d'amour, c'est-à-dire on a envie d'aimer, et on a envie d'être aimé. Et que, en quelque sorte, l'amour, c'est un des plus grands moteurs de notre existence, et qu'au fond, la plupart de nos déceptions dans la vie découlent d'un manque d'amour. Alors ce manque d'amour, ça peut soit être notre incapacité à aimer, ou notre incapacité à nous rendre aimables. Eh bien, la relation à Dieu,
si mystérieuse qu'elle soit, parce que c'est un grand mystère, cette relation à Dieu, elle est avant tout, en quelque sorte, une tension vers une amitié. Une amitié, évidemment, qui est surnaturelle, une amitié qui est spécifique, parce que en Dieu, l'amour, c'est justement quelque chose d'inépuisable, c'est quelque chose d'infini. Hein. C'est de la même manière, on dit Dieu est amour. Hein. L'amour est de l'ordre de l'essence de Dieu. C'est pour ça que je crois que l'amitié, c'est quelque sorte une école de vie, c'est une image, c'est une allégorie, c'est une analogie en quelque sorte à notre relation à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière que notre relation à Dieu, c'est notre tension vers l'amour absolu et parfait, dans toutes nos amitiés se joue cela, en plus petit, en plus limité, en beaucoup plus imparfait, hein, mais se joue quelque chose que nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Et donc l'amitié, eh bien, je pense qu'elle a un but ultime, hein, qui est d'être transcendée dans cette quête de Dieu, hein, qui est l'être parfait, hein, le divin, et être de Dieu, être divin, qu'on ne connaîtra toujours sur terre que sous un voile, hein, masqué, sans le connaître parfaitement, hein, toujours à tâtons, comme des aveugles. Voilà, chers amis, ce que j'avais envie de vous dire en parlant d'amitié. Ce podcast était le fruit d'une demande d'un de mes amis d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous aurez pu y trouver une certaine nourriture pour votre vie quotidienne. N'hésitez pas encore une fois à me faire part de vos conseils, à me faire part de vos recommandations, à me proposer aussi des entretiens. Je serai toujours très heureux de pouvoir satisfaire d'une certaine manière à quelques besoins de votre quotidien par ce podcast. Voilà, chers amis, je vous remercie encore et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine dans le Retour au réel.